Oral questions, question orale. The Honourable Leader of the Opposition. Le chef de l'opposition. Après 8 ans de ce premier ministre, notre système de santé est brisé. Il a accompli l'impossible. Il a pu doubler notre dette nationale en ajoutant plus de dettes inflationnistes que tous les autres premiers ministres dans l'histoire combinés, sans améliorer notre système de santé. En fait, c'est pire que jamais. Aujourd'hui, le premier ministre a quand même avoué que le système ne fonctionne pas à nos attentes. Donc, va-t-il finalement prendre la responsabilité pour qu'on puisse régler les problèmes qu'il a causés? L'honorable ministre du Tourisme. Rappelons des faits. Pendant la pandémie, nous avons amené aux provinces 72 milliards de dollars supplémentaires aux 46 milliards de dollars qui étaient destinés pour les provinces. Et aussi, Monsieur le Président, le Premier ministre, les premiers ministres du pays sont ensemble pour parler de bâtir un système de santé durable pour les prochaines 10 ans. Ça, c'est comment fonctionne notre confédération. C'est une bonne journée au Canada. Le chef de l'opposition. Après 8 années de ce premier ministre, les soins de santé au Canada ne fonctionnent plus. Il a réussi l'impossible. Il a doublé la dette nationale et ajouté à la dette plus que n'importe quel autre premier ministre. En fait, tous les autres premiers ministres combinés. Il a lui-même reconnu que la situation est déplorable. Le premier ministre va-t-il prendre la responsabilité pour les problèmes qu'il a causés afin que nous puissions régler ce gâchis? Le ministre du Tourisme. Pendant la pire pandémie depuis un siècle, le gouvernement du Canada a transféré 72 milliards de dollars aux provinces pour que nous puissions traverser la pandémie. Nous avons aussi fait des investissements de 46 milliards de dollars. Aujourd'hui, le premier ministre et tous les premiers ministres du pays se réunissent pour que nous puissions avoir un système de soins de santé durable pour l'avenir. C'est une belle journée pour le Canada et pour les Canadiens. Le chef de l'opposition. Premier ministre, l'inflation est à son niveau le plus élevé depuis 40 ans. En fait, l'ancien ministre des Finances libérales, Bill Morneau, a dit que le premier ministre a trop dépensé. Un autre ancien ministre des Finances libérales, John Manley, a dit que ces dépenses causent de l'inflation. L'actuel gouverneur de la Banque du Canada dit que les dépenses du gouvernement causent une inflation domestique. Et Mark Carney, futur chef libéral, en est d'accord. Est-ce que le premier ministre va prendre la responsabilité pour l'inflation qu'il a causée pour qu'on puisse réparer ce qu'il a brisé? L'honorable ministre de l'Innovation. Monsieur le Président, j'aimerais remercier le chef d'opposition parce que, justement, nous allons prendre la responsabilité pour tous les investissements que nous avons emmenés au Canada, Monsieur le Président. Je sens que du côté du chef conservateur, on oublie les investissements dans le domaine de la science, Monsieur le Président, dans le domaine de la biopharma à travers le pays, Monsieur le Président. On a amené Moderna au Canada pour la première fois, Monsieur le Président. Je pense que le chef d'opposition oublie les investissements dans le domaine de l'automobile, Monsieur le Président. Je pense que le chef de l'opposition oublie les investissements dans l'énergie verte, Monsieur le Président. Nous allons continuer d'investir au Canada pour créer les emplois d'aujourd'hui et de demain, Monsieur le Président. L'honorable chef de l'opposition. Ces investissements dans le pharmaceutique, on parle de 107 millions de dollars à une entreprise pharmaceutique qui ferme ses portes. C'est un exemple parfait. Après 8 ans de ce premier ministre qui gaspille notre argent, l'inflation est à son niveau le plus élevé en 40 ans. Les factures de chauffage ont doublé. Les aînés se demandent s'ils vont pouvoir chauffer leur maison parce que la taxe va être triplée avec la coalition NPD libérale. Le premier ministre va-t-il prendre la responsabilité pour la misère que vivent les familles? Va-t-il accepter que nous allons continuer à exercer des pressions pour mettre fin à cette taxe, l'honorable ministre? Monsieur le Président, nous avons investi pour protéger les Canadiens. Tout le monde au pays le sait. Tout le monde comprend qu'il a fallu investir dans toutes les sortes de vaccins. Nous avons
des mesures pour protéger les emplois avec Medicago. Nous voulons protéger le secteur manufacturier. Monsieur le Président, les Canadiens ont appris quelque chose pendant la COVID. Ils peuvent compter sur nous et nous allons continuer à investir dans l'économie canadienne. Le chef de l'opposition. Les Canadiens savent que le gouvernement pige dans leur portefeuille. 107 millions par ici pour cet investissement gaspillé, 54 millions pour l'application Arrive-Can et évidemment 2 milliards de dollars dans une entreprise qui n'existe même pas. Les gens ont vu leur facture de chauffage doubler. Et évidemment, quand on impose la taxe sur le carbone aux agriculteurs, ils font monter les prix que nous devons payer dans les épiceries. Vont-ils cesser ce stratagème parce que nous allons continuer à exercer des pressions jusqu'à ce qu'ils abolissent cette taxe? La ministre des Familles. Monsieur le Président, on entend beaucoup d'arguments du côté des conservateurs, mais on n'entend pas beaucoup de solutions. Ici, de ce côté-ci, nous nous concentrons pour que les Canadiens aient les soutiens nécessaires. Pendant la pandémie, nous avons veillé à ce que les Canadiens puissent joindre les deux bouts. Monsieur le Président, le chef de l'opposition était contre ces mesures. Il est maintenant contre la réduction des frais de garderie de 50 % au pays. Les conservateurs ont voté contre le financement des garderies. Ils ont aussi voté contre la prestation canadienne aux enfants, dont bénéficient 9 familles canadiennes sur 10. Nous sommes là pour les Canadiens, contrairement aux conservateurs. Le député de la Prairie. Le premier ministre divise. On l'a vu avec sa conseillère contre l'islamophobie. Il voulait diviser les Québécois et les Canadiens en cautionnant encore une fois du Québec bashing. On le voit encore au comité des langues officielles où il envoie ses députés du West Island au bat contre la protection du français. Il veut diviser les Québécois entre eux en assurant la désinformation sur la charte de la langue française. Monsieur le Président, le rôle d'un premier ministre n'est pas de diviser. Est-ce que son gouvernement va rappeler à l'ordre ses députés fédéraux qui disent des faussetés et leur dire que ça suffit? L'honorable ministre du Patrimoine. Monsieur le Président, le Bloc québécois est né pour diviser. C'est son objectif premier. C'est ça que c'est. Et là, on parle d'un projet de loi qui permet aux travailleurs de travailler en français. Ils votent contre. Un projet de loi qui garantit des services en français. Ils votent contre. Un projet de loi qui fait plus pour le français au Québec et à l'extérieur. Ils votent contre. Alors, lorsqu'on parle de défendre le français, Monsieur le Président, le Bloc, il parle des deux côtés de la bouche. Honorable député de la Prairie. Monsieur le Président, le chicane n'est pas au Bloc québécois et dans son caucus qui se réveille. Je cite le député libéral de Glengarry, Prescott Russell, ce matin. Le show de boucan mené par certains de mes collègues est honteux. Le Montréal Island n'a pas le monopole sur la politique linguistique du Canada. La désinformation n'a pas sa place dans ce débat. C'est quelqu'un de son caucus qui dit ça, Monsieur le Président. Ce sont des mots justes. Comment ça se fait que ça prend un Ontarien pour publier ça? Comment ça se fait qu'on n'a pas entendu aucune dénonciation de libéraux québécois? Où sont le premier ministre et son lieutenant du Québec quand leurs collègues s'essuient littéralement les pieds sur la charte de la langue française? L'honorable ministre des langues officielles. À l'ordre. Order. À l'ordre. À l'ordre. L'honorable ministre. Monsieur le Président, nous sommes le premier gouvernement à reconnaître le déclin du français partout au pays, y compris le Québec. C'est pour cette raison que le gouvernement fédéral prend ses responsabilités. Nous avons déposé un projet de loi, une loi qui est plus robuste, qui a du montant, pour s'assurer que nous pouvons faire notre juste part pour protéger et promouvoir le français partout au pays et inclure le Québec. Monsieur le Président, notre gouvernement veut faire sa juste part, puis j'espère qu'on va avoir l'adoption d'un projet de loi dans les plus brefs délais. Merci. Member for Vancouver. Le député de Vancouver, Kingsway. Au sommet de la santé d'aujourd'hui, les Canadiens ont besoin que le premier ministre se fasse le champion des soins de santé et s'oppose à la prestation privée à but lucratif. La privatisation n'est pas l'innovation. Elle draine les travailleurs de notre système public, coûte plus cher et permet
aux riches d'en profiter. Elle ne fera qu'aggraver la crise. La véritable innovation, c'est un meilleur soutien aux professionnels de la santé, des temps d'attente plus courts dans nos hôpitaux et l'accès aux soins en fonction des besoins. Le premier ministre peut-il assurer aux Canadiens que des fonds publics supplémentaires seront consacrés aux soins de santé publics? Le secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Notre système de soins de santé fait face à des défis et il est important de travailler ensemble pour trouver des solutions. C'est pourquoi aujourd'hui, le Premier ministre et le ministre de la Santé discutent avec les premiers ministres de la Santé de partout au pays. Notre gouvernement est prêt à travailler avec les provinces et territoires pour discuter des priorités pour améliorer les services. On parle de réduire les arriérés, d'améliorer l'accès aux soins et d'améliorer la santé mentale. Aider les Canadiens à agir dans la dignité et utiliser les données de façon plus efficace. Nous serons toujours là pour soutenir notre système de soins de santé universel. Le député d'Elmwood Transcona. Personne n'a parlé de lutter contre la privatisation. Il disait qu'il allait tout faire pour défendre notre système de santé publique. Maintenant, il appelle les tactiques de privatisation de notre système de santé de l'innovation. Soyons clairs, la privatisation n'ajoute pas des travailleurs de notre système de santé publique, ça les retire. Il faut des investissements pour s'attaquer à la crise en embauchant plus de travailleurs de la santé. Est-ce que le premier ministre sera clair aujourd'hui que le financement fédéral en santé ne pourrait pas être utilisé pour privatiser notre système de santé? L'honorable secrétaire parlementaire. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. Peut-être que mon collègue n'a pas compris quand j'ai dit que nous allons toujours défendre notre système de santé public et universel. Nous allons toujours défendre notre système de santé publique et universel. Notre gouvernement demeure prêt à travailler avec les provinces et les territoires pour discuter davantage des priorités, des mesures et des résultats en matière de santé afin d'améliorer les services de santé pour tous les Canadiens, notamment réduire les arrières et appuyer nos travailleurs et de santé, améliorer l'accès aux services de santé familiale, améliorer les services en matériel de santé mentale et consommation de substances et plus, Monsieur le Président. Le député de Calgary, Forest Lawn. Après 8 longues années de ce premier ministre, les Canadiens souffrent plus que jamais. Les dépenses hors de contrôle font augmenter l'inflation. Les loyers ont doublé, les hypothèques ont doublé. Le gouvernement a l'intention de tripler la taxe sur le carbone. Le premier ministre peut-il mettre fin à cette taxe afin que les Canadiens puissent continuer à chauffer leur maison? Le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Les politiciens conservateurs induisent les Canadiens en erreur. Les faits sont que 70 de l'augmentation de l'essence est attribuable à l'augmentation du prix du pétrole brut. 25 du prix est attribuable aux taxes provinciales et aux marges de raffinage. Ça avait quand même assez bien commencé. Maintenant, les choses déraillent un peu. Je vais demander aux députés d'écouter les questions et les réponses. Ainsi, nous pourrons tous écouter ensemble. Le ministre peut recommencer. Les politiciens conservateurs induisent les Canadiens en erreur. Les faits sont que 70 de l'augmentation est attribuable à l'augmentation du prix du pétrole brut en raison de l'invasion par la Russie de l'Ukraine. Un autre 25 du prix est attribuable aux taxes provinciales et aux marges de raffinage qui ont augmenté de 113 depuis 2 ans, Monsieur le Président. Ça signifie que 95 du prix de l'essence n'a rien à voir avec le prix de la pollution, Monsieur le Président. Le prix de la pollution remet davantage d'argent dans les poches de 8 Canadiens sur 10. Il s'agit de l'un des meilleurs moyens de lutter contre les changements climatiques. Le député de Calgary, Forest Lawn. Peut-être qu'il devrait commencer à taxer les paroles de ce premier ministre. Le gouvernement n'a rien fait pour réduire les émissions. L'inflation libérale fait augmenter les prix à l'épicerie. La taxe sur le carbone fait en sorte qu'un Canadien sur 5 saute des repas. Le gouvernement libéral va-t-il mettre fin à cette taxe pour que les Canadiens puissent continuer à chauffer leur maison?
Le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Selon le vérificateur général de la Colombie-Britannique, les coûts en 2021 des catastrophes étaient de 5 milliards de dollars. C'est plus que les 19 années précédentes combinées. Selon une étude, le coût de l'incendie de forêt de Fort McMurray est de plus de 10 milliards de dollars. 4 milliards de dollars aux dommages aux maisons et entreprises. Il y a aussi eu des pertes pour la production de sable bitumineux. Les conséquences sont claires. Le député de Lethbridge. Après 8 années de ce premier ministre et de la taxe sur le carbone, les Canadiens continuent à vivre des difficultés. Ils ont de la difficulté à se chauffer, à se nourrir et à se déplacer. 8 années, les choses ne s'améliorent pas. Une femme de 70 ans m'a présenté sa facture, les larmes aux yeux. Elle ne peut pas la payer. Elle a réduit son thermostat à 17 degrés. Il fait moins 36 degrés à l'extérieur. Ma question est simple. Pourquoi le gouvernement ne fait-il pas preuve d'un peu de compassion afin que les Canadiens puissent chauffer leur maison? L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Nous savons tous que les temps sont difficiles pour les Canadiens, mais je tiens à rappeler à la Chambre que 105 maisons de ma circonscription n'ont pu être chauffées parce qu'elles ont été détruites par l'ouragan Fiona. 105 familles qui n'ont plus de foyer. Si vous voulez parler des changements climatiques, venez voir ma région à Terre-Neuve, la députée de Lethbridge. C'est la réponse d'un gouvernement qui est déconnecté de la réalité. Un autre commettant m'a dit à la blague que pour se rendre de A à B au Canada, il faut vider son compte de banque. Il faut pouvoir se rendre au travail. Il faut nourrir la famille. Il faut payer le logement. Tous ces coûts ont augmenté à raison de la taxe sur le carbone du premier ministre. Quand le premier ministre va-t-il finalement se réveiller et comprendre que les Canadiens souffrent? Quand le premier ministre va-t-il décider d'abolir cette taxe pour que les Canadiens puissent continuer à chauffer leur maison? Monsieur le Président, nous savons que les Canadiens vivent des difficultés. C'est pourquoi nous continuons de présenter des programmes qui mettent plus d'argent dans les poches des Canadiens. Les conservateurs nous critiquent, mais ils ne voient pas que les changements climatiques coûtent cher aux familles. Venez voir dans ma communauté, vous allez voir des maisons et des silos qui ont été détruits. Des agriculteurs doivent beaucoup d'argent en raison des répercussions des changements climatiques sur leur culture. J'espère qu'ils vont se rendre à l'évidence. Le député démocratique l'érable. 8 ans de ce gouvernement, après 8 ans de ce premier ministre, il semble rien avoir appris, Monsieur le Président. Les taux d'intérêt augmentent les hypothèques des jeunes familles, payent jusqu'à 600 dollars de plus par mois pour se loger. Le coût de l'épicerie augmente chaque semaine. Se chauffer, se nourrir, se loger, tout coûte plus cher. Après 8 ans de ce premier ministre, la seule solution, c'est tripler la taxe sur le carbone. Pourquoi le premier ministre veut remplir ses poches au détriment des Canadiens, Monsieur le Président? L'honorable ministre des Sports. Avez-vous remarqué que non seulement les conservateurs n'ont jamais de solution pour aider les Canadiens à faire face aux difficultés qu'ils traversent présentement avec la hausse des taux d'intérêt, mais en plus de ça, ils n'ont aucune solution pour aider les Canadiens à faire face au changement climatique puis à lutter contre les impacts des changements climatiques. Alors, c'est non seulement irresponsable, mais en plus de ça, ça démontre l'incompétence des conservateurs pour aider les Canadiens face aux défis qui nous attendent. Merci, M. le Président. Bravo. Le député de Mégantic-l'Érable. Après 8 ans de ce gouvernement, l'incompétence, on la voit à tous les jours dans la vie de toutes les familles canadiennes. Il y a 22 des Canadiens qui ont plus d'argent pour faire face à la pire crise du coût de la vie jamais vue au cours des 40 dernières années. Chez les femmes, c'est 28 qui n'arrivent pas à boucler leur budget à la fin du mois. Quand on parle d'incompétence d'un gouvernement, Monsieur le Président, c'est de ça dont on parle. C'est de ça dont les Canadiens et Canadiennes se préoccupent tant,
Monsieur le Président. Mais pour les libéraux, tout va bien. C'est la faute à tout le monde si tout va mal au pays, Monsieur le Président. Pourquoi est-ce qu'ils s'entêtent à aller piger dans les poches des Canadiens avec la taxe sur le carbone au lieu de les aider en coupant la taxe, Monsieur le Président? L'honorable ministre de l'Environnement. Merci, M. le Président. J'aimerais rappeler un certain nombre de faits à mes collègues de l'autre côté du Parti conservateur. La tarification carbone a été mise en place en 2019. Alors, ça fait pas 8 ans, ça fait à peine 3 ans que cette tarification-là a été mise en place. 1. 2, ça ne s'applique pas au Québec, M. le Président, puisqu'au Québec, c'est le système de plafonnement échange du gouvernement du Québec qui s'applique. Alors, mon collègue de Québec a tout fou sur cette question-là. Et 3, on retourne plus d'argent à 8 Canadiens et Canadiennes sur 10 qu'on en prend grâce à la tarification carbone. Merci. Honorable député du Lac-Saint-Jean. Monsieur le Président, fatigué de la vie tumultueuse de la grosse pomme, épuisé par la pollution, la criminalité et le bruit de la ville, la solution pour vous, c'est le forfait Roxham, tout inclus. Un autobus gratuit vous amènera vers Plattsburgh où vous attend un taxi vers le fabuleux chemin Roxham. Une fois traversé, logement, aide sociale, soins de santé et l'école pour vos enfants vous seront offerts gracieusement. Roxham, le forfait tout inclus, n'attend plus que vous. Monsieur le Président, le ministre de l'Immigration n'est pas tanné de faire rire de lui. Quand est-ce qu'ils vont suspendre l'entente de ces tiers pays sûrs? L'honorable ministre de l'Immigration. Cette situation est une joke. C'est important pour participer dans le débat dans cette Chambre avec une approche sérieuse. Notre gouvernement a collaboré avec la province de Québec et continué les négociations pour moderniser l'entente avec les États-Unis pour proposer une solution permanente. Monsieur le Président, quand mon ami cherchait un chicane, j'avançais la solution. L'honorable député du Lac-Saint-Jean. On va être sérieux, Monsieur le Président. Nous avons le devoir moral d'accueillir les demandeurs d'asile. C'est une question d'humanité. Si la vie d'une femme ou d'un homme est en danger dans son pays d'origine, nous devons répondre à leur appel à l'aide. Mais ce qui est en train de se passer avec le chemin Roxham tourne au ridicule. C'est rendu que les Américains utilisent cette voie irrégulière pour se dégager de leurs propres responsabilités et invitent des réfugiés à quitter vers le Québec pour des raisons qui, parfois, sont toutes sauf humanitaires. Qu'est-ce que le gouvernement attend pour suspendre l'entente sur les tiers pays sûrs? Oui. L'honorable ministre. Monsieur le Président, la solution de mon ami est de changer le maire de place. Il n'y a pas une solution magique pour cette situation. C'est essentiel pour avancer les solutions sérieuses. J'ai une rencontre avec mon homologue de la province de Québec la semaine passée pour discuter la solution et le rôle pour le gouvernement fédéral de soutenir les efforts de la province de Québec. En même temps, notre gouvernement continue nos efforts pour moderniser l'entente avec les États-Unis. Il s'agit d'une situation sérieuse et nous allons continuer de la traiter avec le sérieux qu'elle mérite. Saint-Jean. Contrairement, Monsieur le Président, au ministre de l'Immigration, je trouve pas que c'est un mal lorsque je parle des migrants. Mais pendant que New York ship cet autobus vers Roxham, il y a des tragédies qui se déroulent aussi. La presse nous apprenait ce matin que des dizaines d'enfants seuls traversent à Roxham. Des enfants aussi jeunes que 10 ans et non accompagnés. Ça, c'est pas une blague. Le gouvernement le sait depuis des années. En 2018, ils ont même ajouté une équipe pour s'occuper des enfants. Des mineurs qui traversent la forêt en hiver, au péril de leur vie. C'est pas une blague. Laisser faire ça, c'est complètement irresponsable. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'il se passe pour que ce gouvernement trouve une façon sécuritaire d'accueillir les demandeurs d'asile, incluant ces enfants-là? Oui. L'honorable ministre du Patrimoine canadien. Monsieur le Président, mon collègue a raison dans ses propos, mais ça pose des questions sur sa première question, Monsieur le Président. Je connais mon collègue du Bloc québécois, j'ai beaucoup de respect pour lui. Je sais le sérieux qu'il met dans tout ça. Mais c'était pas le temps de faire des blagues, Monsieur le Président. C'était pas le temps de faire des blagues lors de sa première question lorsqu'il s'agit d'enfants, il l'a dit tantôt, qui traversent seuls, lorsqu'il s'agit d'hommes, de femmes, enfants déracinés, qui quittent leur pays dans des conditions extrêmement difficiles, Monsieur le Président. Et s'il y a un moment où c'est pas le temps de faire des blagues, c'est lorsqu'on parle de migrants qui souffrent et on doit être là pour les appuyer. Exact. The honorable member. Le député de Brantford-Brant. Monsieur le Président, après 8 années de ce premier ministre, les Canadiens vivent dans la peur. Sous sa houlette, le crime a augmenté de 32 %, les homicides liés aux gangs ont augmenté de 92 % et à Toronto l'année dernière, 50 % de tous les décès par fusillade ont été commis par des gens qui étaient en liberté sous caution. Hier, ils ont voté contre notre motion pour régler ce problème. Quand le premier ministre va-t-il reconnaître que ces politiques nuisent à la sécurité de tous les Canadiens? L'honorable ministre de la Justice.
Les Canadiens méritent de se sentir en sécurité. Ils méritent d'être en sécurité. Les lois sur la liberté sous caution sont claires. Si quelqu'un pose une menace à la sécurité publique, il ne peut pas être libéré sous caution. Monsieur le Président, avec les provinces et les territoires, j'ai commencé à examiner ce que nous pouvons faire au niveau fédéral. Notre priorité est la sécurité des Canadiens et nous allons aller de l'avant avec les provinces, non seulement pour changer la loi, mais aussi pour administrer le système d'une meilleure façon. Le député de Kamloops Thompson-Caribou. Les lois sur les libertés sous caution sont claires. Je crois qu'il voulait dire que les lois ne fonctionnent pas. Monsieur le Président, alors que ce ministre était en salle de classe, j'étais devant les tribunaux et j'ai regardé des victimes qui ont été victimisées par des gens en liberté sous caution. Les crimes violents ont augmenté de 32 %. Les voyous et les gangs avec des armes à feu circulent dans nos rues. Quand ce ministre, après 8 années d'inaction libérale, mettra fin à ce système de capture et libération? L'honorable ministre. Monsieur le Président, je reconnais que le député a été avocat, mais moi, je lui suggérais de retourner en salle de classe. Monsieur le Président, comme le député le sait, à l'ordre. À l'ordre. I'm not sure how much sugar was in everyone's lunch. Je ne sais pas combien de sucre vous avez mangé avec votre repas du midi, mais je pense qu'il y a peut-être une petite surdose. Je demanderai au premier ministre au ministre de recommencer. Comme le député doit le savoir de son expérience, le projet de loi C-75 codifiait la jurisprudence du Code criminel et ajoutait un renversement du fardeau de la preuve. Monsieur le Président, nous sommes tout de même prêts à travailler avec les provinces pour voir s'il y a d'autres mesures à prendre. Nous allons aider les provinces dans l'administration du système. Le député de Kamloops Thompson-Caribou. Monsieur le Président, je ne peux pas imaginer un commentaire plus déconnecté de la réalité que celui que vient de prononcer le ministre. Je rappelle au ministre que, comme lui, j'ai aussi enseigné à une école de droit. Et contrairement à lui, je n'ai pas retourné à l'école pour voir des gens dans la rue qui sont victimisés, pour voir les statistiques, pour voir des policiers dans nos rues qui sont tués par des gens qui sont en liberté sous caution. Le ministre va-t-il mettre fin au système de capture et libération? Le leader du gouvernement en chambre. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Le leader du gouvernement en chambre. Merci, Monsieur le Président. Le chef de l'opposition crie 8, 9, 10. Vous êtes retiré comme si on parlait de sport. Il n'y a personne ici qui n'a pas été touché par la violence. Il n'y a personne ici qui ne se soucie pas de la sécurité de nos communautés. Il n'y a pas une personne au pays qui ne veut pas que nous réussissions pour que tous les Canadiens soient en sécurité et non pas victimisés. L'idée que quiconque ne se soucie pas des victimes est un concept qui ne fait que nuire.
À l'ordre. Le député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, après 8 ans de ce premier ministre, on ne reconnaît plus le Canada, et pas pour les bonnes raisons. En parlant de la loi C5 du premier ministre, le chroniqueur Joseph Facal du Journal de Montréal a dit, et je cite, « Les fous fanatisés ont pris le contrôle de l'asile ». Un des exemples qu'il prend, s'il parle du cas récent d'une femme de 31 ans qui a été reconnue coupable d'avoir battu à répétition son beau-fils de 11 ans, le privant de nourriture et de soins d'urgence et qui a été condamné à 15 mois à purger dans le confort de sa maison. Pourquoi est-ce que le premier ministre défend toujours les criminels au lieu d'aider les femmes, les victimes? Bravo! L'honorable ministre de la Justice. Aucun autre gouvernement dans l'histoire canadienne a consacré la quantité de ressources que nous avons fait justement pour aider les victimes. Monsieur le Président, les crimes sévères méritent les conséquences sévères. C'est l'esprit qui anime nos amendements au Code criminel. Monsieur le Président, nous sommes de tout cœur avec les victimes. Nous sommes en train de refaire le système qui va être plus flexible et plus accueillante pour les victimes, plus appuyante, Monsieur le Président, et on va réussir. The honourable member for Edmonton. L'honorable député d'Edmonton Strathcona. Monsieur le Président, la dévastation en Turquie et en Syrie est horrible. Ce tremblement de terre arrive après près de 12 ans de guerre et de souffrance en Syrie. On retire encore des enfants des décombres et c'est à fendre le cœur. Les survivants auront besoin d'énormément d'aide d'urgence. Le gouvernement a fait une annonce ce matin, c'est un bon début, mais l'étendue du drame exigera beaucoup plus d'aide. La coalition humanitaire a lancé un appel, tout comme la Croix-Rouge, et je suis certaine que les Canadiens contribueront généreusement. Le gouvernement s'engage-t-il à égaler les dons des Canadiens pour amplifier leur générosité? L'honorable ministre du Développement international. Nous sommes touchés par tous ceux, par cet événement, et nous faisons une évaluation pour constater les choses. On envisage d'égaler les dons. Nous envisageons toutes les possibilités de soutien. On aura d'autres annonces à faire. L'honorable député de Skeena Buckley Valley. Monsieur le Président, vendredi, ça fera 2 ans depuis que le remorqueur Angelika a coulé près de Kitimat et où en pays Troy Pearson et Charlie Craig. La GRC a accusé le propriétaire de 4 chefs d'accusation pour négligence. Mais tenir l'entreprise responsable n'est pas assez pour ceux qui travaillent le long des côtes. On demande depuis plus de réglementation des inspections obligatoires et l'application de la loi. Ça fait 2 ans, 2 travailleurs ont péri. Pourquoi le ministre n'a pas changé les mesures? L'honorable ministre, je remercie mon collègue pour la sensibilisation qu'il fait dans ce dossier. Nous en avons parlé à plusieurs reprises ensemble et je veux le rassurer. Encore une fois, Transport Canada travaille avec lui, avec d'autres intervenants, pour voir comment on peut améliorer la réglementation. La sécurité, c'est primordial. On fait un examen de la réglementation et nous nous sommes engagés à mettre en place le plus grand niveau de sécurité au Canada. L'honorable député de Mississauga-Streetville. Thank you, Mr. Speaker. Our government... Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement a appuyé les travailleurs canadiens avec des investissements pour étendre leurs droits en mettant en place une loi pour garantir 10 jours de congé pour les employés sous responsabilité fédérale. Les conservateurs s'attaquent aux syndicats. Et nous, de notre côté, on abroge les lois anti-SCAB et nous mettons les Canadiens au premier plan. Le ministre peut-il faire le point à la Chambre à propos de la ratification de la Convention sur la prévention du harcèlement de la violence dans les lieux de travail? Qu'est-ce que ça signifie pour les travailleurs canadiens et leur droit à avoir un environnement de travail respectueux et sécuritaire? Je remercie la députée pour son travail acharné. Nous voulons mettre fin au harcèlement
dans les milieux de travail, conformément à la Convention des Nations unies. Cette convention a été ratifiée la semaine dernière par le Canada. Nous croyons aux travailleurs, au pays. Nous défendons leurs droits. Nous avons mis en place des congés de maladie. Nous avons abrogé la loi anti-SCAB et nous avons abrogé, dès le début de notre gouvernement, des lois qui étaient parmi les plus nocives pour les travailleurs, qui étaient des lois des conservateurs. L'honorable député d'Edmonton-Millwoods. Monsieur le Président, après 8 ans de ce gouvernement libéral, les Canadiens n'ont plus les moyens de se payer les premières nécessités, l'épicerie, le prêt hypothécaire, l'épicerie, tout ça, c'est difficile à payer pour les Canadiens. Certains doivent aller chercher un deuxième emploi pour payer les factures. Maintenant, le gouvernement va tripler la taxe sur le carbone. De notre côté, nous allons défendre les Canadiens. Nous allons nous assurer qu'ils vont éliminer la taxe sur le carbone pour que les Canadiens puissent continuer à chauffer. L'honorable ministre, eh bien, parlons du bilan des conservateurs en matière de taxes et impôts. Notre gouvernement a réduit les impôts pour les Canadiens de la classe moyenne 2 fois. Les conservateurs ont voté contre. Nous avons réduit les impôts pour les Canadiens et nous avons réduit les impôts pour les petites entreprises. Et les conservateurs ont voté contre ces mesures. Le bilan à la Chambre est bien clair. Qui appuie le plus les Canadiens? C'est nous. Et eux continuent de s'opposer. Le député d'Edmonton-Millwoods. Plutôt que de défendre les Canadiens, ils continuent de défendre leur politique mal avisée. Même avec la taxe sur le carbone, ils n'ont atteint aucun objectif qu'ils se sont fixés. Le gouverneur de la Banque du Canada a dit que la taxe sur le carbone a contribué à la crise d'inflation que l'on vit et il a dit que le DPB a dit que les Canadiens vont payer plus en taxes sur le carbone par rapport à la remise. Les libéraux continuent dans cette voie avec la taxe sur le carbone, mais ça ne fonctionne pas. Nous allons continuer de nous battre jusqu'à ce qu'ils l'éliminent. L'honorable ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, bon, les Canadiens doivent se poser la question, doivent se demander qui croire parmi les conservateurs, c'est-à-dire les conservateurs qui ont dit pendant les dernières élections qu'ils croyaient au changement climatique et qu'ils allaient mettre un prix sur la pollution, ou les conservateurs d'aujourd'hui qui ne feront rien et qui ne mettront surtout pas un prix sur la pollution. Les Canadiens se demandent quoi croire. L'honorable député de Cumberland-Colchester. Après 8 ans de ce gouvernement libéral, les Canadiens n'ont plus les moyens de manger, de se chauffer ou de se loger. Phyllis vit juste à l'extérieur de Spring Hill en Nouvelle-Écosse. Elle se chauffe le matin dans sa roulotte et elle doit économiser l'énergie et elle ferme le chauffage avant de se coucher. Quand le gouvernement va-t-il cesser de jeter le blâme sur tout le monde? Quand va-t-il prendre ses responsabilités? Quand le gouvernement va-t-il éliminer la taxe sur le carbone? Le ministre de l'Immigration. Eh bien, il représente des collectivités semblables à celles que je représente et nous avons présenté des politiques dans les 7 dernières années qui changent la donne. L'allocation canadienne pour les enfants qui remet davantage d'argent à 9 familles sur 10. Nous avons cessé d'envoyer des chèques à des millionnaires comme le faisaient les conservateurs. Nous avons rehaussé les taxes et impôts pour le 1 % les plus riches. Nous avons augmenté le SRG. Nous avons agi sur tous les plans pour aider les familles de la classe moyenne. Les conservateurs votent contre ces mesures à tous les coups et c'est ce que je dirai lors des prochaines élections. L'honorable député. Bon, c'est fascinant parce que à mon bureau, je reçois des centaines d'appels, de communications de Canadiens qui me parlent de difficultés financières à cause de la taxe sur le carbone horrible des conservateurs, à cause de l'inflation qui est la pire depuis 40 ans. Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse, avait proposé un plan pour économiser de l'argent, mais ils ne l'ont pas accepté. C'est complètement fou. Quand le gouvernement va-t-il permettre aux Canadiens de se chauffer? Quand va-t-il éliminer la taxe? L'honorable ministre des Familles. Monsieur le Président,
C'est ahurissant d'entendre à la Chambre que les conservateurs nient la réalité des changements climatiques. C'est ahurissant de voir que les conservateurs votent contre des mesures qui appuient les Canadiens. À chaque fois quand nous proposons des mesures pour aider les Canadiens, les conservateurs, eux, votent contre. Ils n'ont pas de plan, ils font obstruction, ils nient, ils détournent l'attention et ce qui fait que c'est plus difficile pour les Canadiens d'obtenir de l'aide. Monsieur le Président, des centaines de travailleurs du Congrès du travail du Canada sont sur la colline aujourd'hui. Parmi eux, il y a les métallos, les travailleurs d'Océan Remorquage du port de Sorel-Tracy. Ils sont ici parce que le fédéral cautionne le recours aux briseurs de grève dans leur conflit de travail. Encore aujourd'hui, des travailleurs québécois se font remplacer par des scabs, payés 3 fois leur salaire parce que le fédéral vit 50 ans dans le passé. Le ministre a fait ses consultations. Il n'a plus d'excuses pour l'inaction. Va-t-il immédiatement déposer un projet de loi anti-briseur de grève? Bravo! L'honorable ministre du Travail. Monsieur le Président, dans ma lettre de mandat, je m'engage à limiter davantage le recours aux travailleurs de remplacement. On a lancé des consultations et les résultats de ces consultations détermineront la législation que le gouvernement va déposer dans cette Chambre d'ici la fin de l'année prochaine. L'honorable député de Thérèse de Blainville. Monsieur le Président, qu'est-ce que le ministre attend? Ça fait depuis 1977 qu'il y a une loi contre les briseurs de grève au Québec. Ce gouvernement-là est 50 ans en retard. Incroyable. Il consulte, il réfléchit et il pèle par en avant. Résultat, encore aujourd'hui, le conflit de travail d'Océan Remorquage s'éternise en raison du recours à des scabs. Il y a des vrais travailleurs avec des vrais besoins qui sont ici aujourd'hui parce que l'inaction du ministre nuit à leur famille et au libre droit à la négociation. Qu'est-ce qu'il attend pour dépôt? L'honorable ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, a ban on replacement workers is... Une interdiction pour les briseurs de grève, ce sera l'un des plus grands progrès que l'on aura connu pour les travailleurs au pays. C'est ce que demandent les chefs des syndicats depuis des années. De notre côté de la Chambre, nous voulons bien faire les choses. Nous agissons. Nous venons de terminer des consultations exhaustives auprès des employeurs, auprès des syndicats et de notre côté de la Chambre. Étant donné qu'il s'agit d'un projet de loi si important, eh bien, nous allons bien faire les choses. L'honorable député de Calgary-Mindapore. Après 8 ans avec ce gouvernement libéral, les affaires vont très bien chez McKinsey. Le gouvernement a accordé plus de 100 millions de dollars en contrat à cette firme, y compris 1,4 million de dollars pour la Banque d'infrastructure, un organisme qui déborde avec des consultants de McKinsey. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement octroie 100 millions de dollars de contrats à des amis, alors que les Canadiens, eux, ont du mal à joindre les deux bouts? La ministre des Travaux publics. Comme je l'ai expliqué au comité des opérations gouvernementales, hier, il n'y a eu aucune ingérence gouvernementale dans l'octroi de contrat à McKinsey. Nous examinons les choses de près pour veiller à ce que les processus, les règles aient été suivies par le ministère des Travaux publics. Et je sais que ma collègue, la présidente du Conseil du Trésor, examinera elle aussi les politiques qui relèvent de son ministère. Merci. L'honorable député de Sherwood Park, Fort Saskatchewan. Donc, en d'autres mots, l'approche du gouvernement dans ce scandale de McKinsey, c'est de laisser la ministre faire enquête sur son ministère. Mais hier, on a bien vu au comité qu'elle n'a pas la compréhension de base de ce qui se passe avec cette entreprise, y compris sa relation avec Purdue Pharma. On a besoin d'une enquête indépendante faite par le vérificateur général, même vérificatrice générale dont la ministre du Revenu a terni la réputation. Est-ce qu'on va
accorder à la vérificatrice générale la possibilité de faire une vérification. L'honorable leader du gouvernement en chambre, bon, dans cette affaire, l'opposition a balancé toutes sortes d'affirmations qui sont des faussetés et sont des décisions prises par des fonctionnaires indépendant. Le Canada est reconnu partout dans le monde pour la qualité de ses processus et les contrats permettent au gouvernement d'élargir les services sans élargir la taille de la fonction publique. C'est une bonne utilisation de ressources. Quand l'inflation atteint des sommets, le coût des maisons a doublé. Les familles paieront 1 065 $ de plus pour se nourrir cette année. 1,5 million de Canadiens visitent les banques alimentaires. Ça, c'est 8 ans de gouvernement du premier ministre. Et que fait son gouvernement, M. le Président? Il donne plus de 100 millions de dollars en contrat à une seule firme, niant ici toute l'expertise de la fonction publique. Est-ce que le premier ministre peut nous expliquer clairement en quoi ces dépenses vont aider les Canadiens, M. le Président? L'honorable ministre des Familles. Monsieur le Président, c'est difficile à écouter les conservateurs qui disent qu'ils veulent aider les Canadiens, mais à chaque opportunité, ils votent contre les mesures qui vont aider les Canadiens. De ce côté, nous sommes engagés à aider les Canadiens parce que nous comprenons que le coût de la vie, c'est haut et c'est exactement pourquoi nous agissons. Si les conservateurs étaient sincères dans leur désir d'aider les Canadiens, ils pourraient faire quelque chose de très simple. Votez avec nous pour les aider. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Madawaska-Restigouche. Monsieur le Président, tous les Canadiens méritent un environnement sain et des communautés sûres. Depuis la dernière réforme de la LCPE il y a 20 ans, les produits chimiques font de plus en plus partie de nos vies quotidiennes et de notre économie. Les Canadiens veulent une loi sur la protection de l'environnement qui affronte les problèmes du 21e siècle avec la science du 21e siècle. Est-ce que le ministre de l'Environnement et du Changement climatique peut nous parler de l'importance du passage du projet de loi S5? Bravo. Merci à tous les parlementaires pour leur important travail sur ce projet de loi. S'assurer que nous avons les bons outils pour protéger la santé humaine et l'environnement sont les étapes clés du plan de notre gouvernement. Avec le projet de loi S5, nous reconnaîtrons pour la première fois dans le droit canadien un environnement sain pour tous les Canadiens et les Canadiennes à l'échelle du pays. Monsieur le Président, c'est une avancée importante pour la santé et pour l'environnement. Merci beaucoup. L'honorable, the honorable member. L'honorable député de South Shore, St. Margaret. Après 8 ans sous la gouverne de ce premier ministre et de son incompétence, les Canadiens n'ont plus d'argent. Et là, on voit encore plus d'incompétence. Medicago a fermé ses portes après avoir reçu des millions de dollars en subventions du gouvernement. Les libéraux avaient acheté pour 600 millions de dollars de leurs vaccins qui devaient être produits et on a appris en comité que le gouvernement devra payer la note. Alors pourquoi les libéraux paient des centaines de millions de dollars à une entreprise étrangère pour des vaccins que l'on n'a même pas reçus? L'honorable ministre de l'Innovation, j'aimerais dire tout d'abord merci au député pour sa question. Je le respecte beaucoup. C'est le porte-parole pour mon portefeuille. Bon, maintenant, il est temps de penser aux solutions. C'est ce qu'on fait de notre côté de la Chambre. Hier, j'ai parlé au PDG de Mitsubishi Chemicals au Japon. Nous comprenons de notre côté que ce qu'il faut faire, c'est de préserver les emplois, de maintenir l'usine à Québec et de préserver la technologie. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons, nous battons pour les travailleurs et cette technologie pourrait protéger des vies à l'avenir. Le député de Quarter Lakes, après 8 ans sous ce premier ministre, les armoires sont vides. Les Canadiens ont du mal à nourrir leurs familles, à payer leurs hypothèques, mais les libéraux continuent d'investir et d'aider leurs amis. 120 millions de dollars en contrat de libéraux à leurs amis de Mackenzie. Mais bon, autre chose. 2 milliards de dollars pour le ministre des Finances qui a investi dans une entreprise qui n'existe même pas. Le premier ministre va-t-il assumer ses responsabilités, mettre fin au gaspillage qui n'en finit plus?
L'honorable leader du gouvernement en Chambre. Monsieur le Président, comme je l'ai dit plus tôt en cette Chambre, nous faisons du travail par rapport à ces contrats. Nous prenons des décisions. C'est en fait la fonction publique qui prend les décisions et ces contrats permettent d'élargir nos ressources humaines sans élargir la fonction publique. Ces contrats nous ont permis d'offrir des services pendant la pandémie et ces contrats nous permettent de ne pas élargir les nombres au sein de la fonction publique. Bon, c'est étudié au comité. Ils pourront voir quelle sorte de complot ils pourront sortir. L'honorable député de Charlebourg-Saint-Charles. Nous essayons de faire comprendre à ce premier ministre qu'il doit renégocier l'entente des pays de tiers sûrs avec les Américains afin de régler le problème du chemin Roxham. Mais au lieu de prendre la situation à bras-le-corps, il laisse la situation s'empirer. Et maintenant, on apprend que la Ville de New York donne des billets gratuits aux migrants pour qu'ils viennent vers le nord, qu'ils rentrent directement au chemin Roxham pour venir au Canada. Pourquoi le premier ministre n'assume pas son échec et qu'il ferme le chemin Roxham afin que nous puissions aider les personnes qui attendent légalement leur entrée au pays alors que leur dossier est coincé dans les dédales d'Immigration Canada? Bravo! L'honorable ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, je peux dire aux députés que l'on prend cette question très au sérieux et je travaille pour vérifier la véracité de ce qui a été signalé dans le Post. Nous travaillons avec nos homologues pour veiller à appuyer les plus vulnérables, pour veiller à répondre à leurs besoins de base. Là-dessus, je dirais que c'est l'un de ses collègues de ce côté de la Chambre qui a refusé d'offrir des services à des immigrants et nous allons continuer d'offrir les services de notre côté de la Chambre. L'honorable député de Coquitlam, Port Coquitlam. Monsieur le Président, nous avons reçu des nouvelles dévastatrices de la Turquie et de la Syrie depuis hier. Nos pensées, nos prières, nous sommes de tout cœur, en fait, avec les victimes de ce tremblement de terre. Des pays se mobilisent pour offrir de l'aide d'urgence à la suite de cette catastrophe tragique. Le ministre du Développement international peut-il dire à tous les Canadiens ce que fait le gouvernement pour aider les gens affectés par ce tremblement de terre? L'honorable ministre du Développement international. Monsieur le Président, notre gouvernement est prêt à aider ceux touchés par ce tremblement de terre dévastateur. C'est pourquoi j'ai autorisé une aide d'urgence de 10 millions de dollars aujourd'hui pour aider les gens en Turquie et en Syrie. Ça s'ajoute aux 50 millions de dollars de financement que nous avons offert comme aide en Syrie et nous avons ainsi pu commencer déjà les interventions d'urgence par l'intermédiaire de nos partenaires. Nous allons en faire plus, Monsieur le Président. L'honorable député de Vancouver-Est. Les peuples autochtones sont surreprésentés parmi les itinérants. Le DPB dit qu'il faudra 27,5 milliards de dollars pour combler l'écart en matière de logement. L'attribution de 300 millions de dollars sur 5 ans par les libéraux est une goutte d'eau dans l'océan. Le NPD a forcé les libéraux à mettre en œuvre ceci sur 2 ans, mais il faut en faire plus. Une coalition sur le logement autochtone demande au gouvernement de réserver 6 milliards de dollars dans le budget 2023. Le NPD appuie tout à fait cette demande. Les libéraux vont-ils s'y engager pour aider les Autochtones qui visent une crise de logement? L'honorable ministre du Logement. Nous sommes tout à fait engagés à travailler avec les Autochtones pour élaborer une stratégie de logement urbaine. Entre autres, nous avons investi déjà de 4 milliards de dollars, notamment pour la stratégie du logement dans le Nord. Le travail est déjà en cours. Des fonds ont été débloqués pour la stratégie rapide de logement. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de North Island Powell River. Monsieur le Président,
Trop d'aînés au Canada vivent dans la pauvreté. J'ai proposé une motion la semaine dernière pour que les versements de sécurité de la vieillesse soient équitables pour tous les aînés. Malheureusement, le gouvernement a voté contre. Mon bureau reçoit des communications et un aîné a déposé une plainte en matière de droits de la personne contre Service Canada. Pourquoi? Parce que le gouvernement se livre à de la discrimination en fonction de l'âge. Quand la ministre va-t-elle admettre qu'elle laisse des gens, des aînés, vivre bien en deçà du seuil de la pauvreté? L'honorable ministre des Aînés, nous savons à quoi les aînés sont confrontés. C'est pourquoi nous sommes à leur côté. À chaque étape, nous avons doublé le crédit d'impôt de la TPS. Nous avons augmenté le SRG qui a aidé des milliers d'aînés. 45 000 aînés sont sortis de la pauvreté grâce à nos mesures. Nous allons aussi améliorer le RPC. Nous allons continuer d'aider tous les Canadiens, y compris les aînés. C'est tout le temps dont nous disposons pour la paire des questions. Je veux attirer l'attention des députés à la présence dans la galerie de l'honorable Mickey Amery, ministre des Services aux enfants pour la province de l'Alberta.